Bonjour à tous. Oui, ça fonctionne. Plus fort? Comme ça? Là, ça fonctionne? Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous, à toutes. Je suis Marie-Delphine Louveau, chargée déléguée de la commission recherche, développement, innovation au GIFEN. Également en charge de l'innovation, d'une partie de l'innovation au sein du pôle de compétitivité nucléaire Vallée. À ce titre, tout ce qui est application innovante me concerne en particulier sur mes activités. Et donc c'est aujourd'hui, nous sommes réunis en lien avec les objectifs de décarbonation, les objectifs européens de décarbonation et les nouveaux usages du nucléaire. Nous avions souhaité rapprocher les deux filières, la filière maritime et nucléaire. Ainsi, nous avions organisé une première journée le 2 octobre 2024, une première journée qu'on avait appelée donc Mer et nucléaire, qui avait rencontré un grand succès. On avait plus de 200 personnes à cette première journée. Du coup, s'en est suivi la deuxième journée Mer et nucléaire, qui s'est déroulée donc le 14 avril. Alors ça, c'était notre invitation à l'époque, notre fond d'écran d'invitation. Donc vous voyez des acteurs des deux filières, de la filière maritime et de la filière nucléaire. Donc je vais tous les citer. Le GIFEN, donc le GICAN, armateur de France, les deux pôles, donc Mer Atlantique-Bretagne et le pôle nucléaire Vallée, MIT 2050, les voies du nucléaire et avec un grand soutien de Bureau Veritas et de la FDM. Ce jour-là, plusieurs keynotes de haut niveau ainsi que des ateliers ont rythmé tout ce moment. Et aujourd'hui, nous souhaitons prolonger ce moment grâce à cet événement particulier qu'est le WNE pour prolonger et surtout vous restituer succinctement, parce qu'on ne peut pas vous résumer une journée avec des intervenants de haut niveau en une demi-heure, mais vous restituez l'essentiel de cette journée. Certains d'entre vous le savent déjà, le GICAN, le GIFEN et ADF, nous avons aussi adressé à nos administrations de tutelle une déclaration d'intention industrielle des deux filières. Et ce qui signifie évidemment que cette dynamique qu'on a lancée il y a bientôt 2 ans ne fait que commencer. Alors, je vais vous présenter mes intervenants qui ont eu la gentillesse de répondre présents aujourd'hui et qui ont chacun, entre autres, au moins à minima une expertise et qui, en quelques minutes, vont vous restituer les ateliers. Alors, je commence par monsieur Stéphane Ekilbeck pour le PMBA. Vous vous représenterez rapidement juste après. Ensuite, Pierre Gavoile du CEA. Donc, Pierre présentera... Stéphane, vous présenterez la définition des besoins. Voilà, cette étiquette, filière maritime plutôt, puisqu'on a les assises de la mer qui ont lieu en même temps aujourd'hui. Donc, il manque du monde dans la salle. On ne dirait pas, mais il manque du monde dans la salle. Pierre qui nous présentera les parties filière technologique. Ensuite, monsieur Faujour pour la partie environnement terrestre. Les ressources humaines avec Emmanuel Galichet du CNAM, les aspects juridiques et réglementaires avec M. Marc Léger de la SFEN, et pour finir avec Massimiliano Picciani sur les aspects finances, Massimiliano de BPI France. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup déjà à tous d'être là, et je vous passe le micro. Bonjour à toutes et à tous. Donc Stéphane Ekilbeck, je suis salarié de Naval Group et je suis mis à disposition de cette entreprise au profit du pôle mer Bretagne Atlantique. Donc aujourd'hui, effectivement, comme l'indiquait Marie-Delphine, on a un concurrent à La Rochelle, les assises de la mer. Mais la mer, c'est aussi le nucléaire. Aujourd'hui, les travaux qui ont été menés lors de ces deux dernières dates qui viennent de préciser, on assiste à la volonté d'un rapprochement entre deux grandes filières d'excellence française, donc le maritime et le nucléaire.
avec un objectif commun qui est de décarboner le transport maritime, qui représente aujourd'hui environ 3% des émissions de CO2 au niveau mondial. Pour atteindre ces objectifs, la France a un double atout, donc l'atout de la maîtrise de l'industrie navale et l'atout de la maîtrise du nucléaire. L'objectif, dans un premier temps, c'est déjà de définir les besoins avant de savoir ce qu'il est bon de faire et de procéder. Lors de des différents travaux précédents, ont été identifiés 4 verrous. Un verrou réglementaire, parce qu'effectivement aujourd'hui il n'y a pas encore de cadre clair en matière de navires classiques à propulsion nucléaire et de barges énergétiques, à part quelques soubresauts en Norvège. Un verrou économique. Aujourd'hui, les business models ne sont pas encore certains. Il reste encore pas mal de choses à construire. Et en matière d'assurance associée, il n'y a aujourd'hui rien de prévu sur ces sujets-là. Il y a également un verrou culturel et l'acceptabilité de la solution du nucléaire pour que ce soit des navires à propulsion nucléaire classique ou des navires ou des plateformes énergétiques. Et enfin, un défi sur les verrous humains, parce qu'on va avoir besoin de mettre en place des compétences pour pouvoir mener à bien tous ces combats. Mais la France a une base solide pour essayer de lever ces verrous. On a une marine militaire qui est déjà formée à ces problématiques maritimes et nucléaires. On a des projets de Small Modular Reactor, des chantiers navals performants. L'objectif désormais est de définir un cadre commun de confiance, des règles et de mettre en œuvre le nécessaire pour fédérer une filière autour des compétences. Différents besoins exprimés lors de ces premières réunions par les armateurs. Aujourd'hui, ils souhaitent avoir une flotte disponible à 99% au moins, d'une durée de vie de au moins 30 ans et avec des coûts compétitifs par rapport aux solutions proposées que ce soit par les modes de propulsion actuels ou les propulsions grâce à des carburants de synthèse. 3 types d'applications identifiées, donc la propulsion navale nucléaire et des barges, des centrales flottantes et enfin des réacteurs portuaires pour pouvoir alimenter en électricité, produire des réseaux de chaleur et également contribuer à la production d'hydrogène bas carbone. Mais il faut désormais donc clarifier tous ces sujets, les sujets donc réglementaires, humains également, parce qu'on a un défi à lever. L'objectif à 2050, c'est de pouvoir disposer de 40 navires équipés de propulsion nucléaire, ce qui représente à peu près un gisement de 40 000 emplois. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore les ressources disponibles pour pouvoir réaliser ces défis, lever ces défis. Donc il faut se mettre en marche pour pouvoir relever ces défis. La conclusion de ces travaux réalisés en octobre et en avril dernier, en octobre 2024 et en avril dernier, c'est de définir donc une feuille de route pour la propulsion nucléaire de 2030, qui durera environ 6 à 9 mois, afin d'identifier les différents segments, définir un business model et essayer d'imaginer la conception de 3 à 4 démonstrateurs. En parallèle, créer un cadre réglementaire et des besoins en ressources humaines et compétences associées pour pouvoir tenir les objectifs. En conclusion, le nucléaire aujourd'hui doit représenter un levier de souveraineté et de décarbonation, mais avant tout, il doit être le fruit de la volonté collective de définir un cadre clair et de proposer des filières formées. Montrer que le nucléaire maritime est quelque chose de sûr, de compétitif, et enfin d'accepter qu'il est possible d'y arriver d'ici la prochaine décennie. Je vous remercie. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, pour ma part, je vais vous faire le compte-rendu de l'atelier qui s'est tenu lors de la 2e journée Mera Nucléaire sur les aspects technologiques.
et dans lequel sont intervenus différents développeurs de SMR. Mon collègue a mentionné précédemment qu'en France, nous avons plusieurs startups qui développent des concepts à la fois de génération 2 et 3 et des concepts de génération 4. À cet atelier étaient également présents des bureaux d'études, des armateurs et des représentants des institutions étatiques, ce qui a permis d'avoir une vision assez complète des aspects techniques sous différents angles. Alors, comme ça a été mentionné, il y a plusieurs manières de répondre aux besoins de décarbonation du maritime. Ça passe par des SMR portuaires, par des plateformes, des barges nucléaires et également par le développement de propulsion nucléaire civile. Et face à ça, il y a différents types de besoins qui ont été également évoqués. Et finalement, quand on regarde la flotte des bateaux sur lesquels on doit œuvrer pour décarboner, il y a des bateaux qui sont de tout petite puissance unitaire, de quelques mégawatts, 1 mégawatt ou quelques mégawatts de puissance, pour lesquels, de ce qui a été restitué lors des ateliers, on est plutôt sur des solutions d'électrification ou de passage sur des carburants type hydrogène ou e-fuel. C'est vraiment pour les grosses embarcations, les gros navires, plutôt pour les porte-conteneurs, qui a été vu comme le cœur du marché, du segment finalement pour la PNC, dans lesquels on a des puissances unitaires de 30 à 40 mégawatts, que vraiment on pense qu'on a le premier cas, en tout cas le cas le plus intéressant potentiellement à regarder si on veut travailler sur la propulsion nucléaire civile. Alors ça a été également évoqué, le premier driver, c'est la technico-économie. Donc il faut adapter un modèle qui marche pour une embarcation qui fonctionne avec un réacteur nucléaire, avec plusieurs contextes qui sont assez différents entre le nucléaire et le domaine des porte-conteneurs. Ça a été mentionné, la durée de vie. Aujourd'hui, les coques des porte-conteneurs, elles ont une durée de 20 ans. Un réacteur nucléaire, on l'envisage pour 40 ans au minimum. Et donc, il y a une grosse différence de durée de vie sur la coque qui doit embarquer le réacteur. Donc ça, c'est un premier chantier à travailler sur la technico-économie. Deuxième point important, ça a été mentionné, on veut un taux de disponibilité de 99%. Comment ça se traduit? Ça veut dire concrètement, il faut 15 jours d'arrêt maximum sur 2 à 5 ans de fonctionnement. Donc tout ça, ça nécessite des adaptations, notamment sur le cycle du combustible, si on veut embarquer des réacteurs nucléaires, et sur les périodes de maintenance et la capacité à faire de la maintenance en ligne, entre guillemets, sans avoir à retourner au port de façon très régulière. Donc ça, c'est également un chantier, un vecteur d'innovation pour les solutions nucléaires. Une deuxième contrainte technique qui a été évoquée, ce sont les rampes de puissance. C'est-à-dire qu'on veut pouvoir arriver au port en réduisant fortement la vitesse et repartir assez rapidement. Donc on a des fluctuations de puissance qui sont assez importantes et qui doivent être compatibles avec ce que le réacteur saurait faire à bord. Et puis dernière contrainte, et ça a été mentionné aussi, c'est la zone d'exclusion. Quand on arrive avec un navire au port, on ne veut pas avoir une zone d'exclusion à 2 km autour du navire. Et donc, ça nécessite forcément de travailler sur la sûreté de ces installations-là pour limiter l'EPZ, donc la zone d'exclusion, au navire à proprement parler. Dernier point, on en a parlé un petit peu au niveau des technologies sur l'aspect schéma industriel, avec le constat qu'aujourd'hui, les coques de porte-conteneurs sont quasiment toutes fabriquées en Asie. Si on veut installer un réacteur dedans, il y a plusieurs schémas à faire, mais en tout cas, aujourd'hui, on va être devant le choix soit de rapatrier la fabrication de coques de porte-conteneurs en Europe pour y installer des SMR dessus, soit de dissocier les aspects fabrication de coques et installation du réacteur à bord, avec des schémas aujourd'hui, encore une fois, industriels, qui peuvent faire qu'un porte-conteneur est vendu plusieurs fois entre le lancement de sa fabrication et sa mise en service. Ce qui est pratique courante pour les porte-conteneurs et ce qui n'est pas du tout le cas pour une centrale nucléaire. Et donc on voit bien qu'il y a deux mondes qu'on va devoir adapter et faire converger pour trouver à la fois un modèle industriel, un modèle économique et un modèle technologique qui répondent aux contraintes et aux ambitions entre guillemets de la marine marchande et aux possibilités offertes par les nouveaux petits réacteurs modulaires. Voilà, et pour ça on a rappelé qu'un soutien étatique était nécessaire pour faire advenir ce modèle-là. Et autre point, dernier point, ça fait la transition avec mon collègue suivant, c'est le besoin d'installation à terre pour soutenir le développement de ces filières. Donc je poursuis sur ce besoin de soutien à terre. Tout d'abord, je continue la présentation. Daniel Faujour, je suis amiral à la retraite. J'ai exercé pendant 30 ans, plus de 30 ans, des responsabilités dans l'exploitation des réacteurs nucléaires embarqués, tant à bord de sous-marins qu'à bord du porte-avions ou dans nos installations à terre
à la base de Toulon ou bien sur la base de l'île Longue. Voilà, juste pour me poser. Et l'expérience que j'ai voulu faire partager, c'est cette expérience-là du nucléaire militaire pour la propulsion navale et indiquer les besoins en termes de soutien terrestre et l'empreinte qu'a un navire à propulsion nucléaire sur la partie terre. Cette partie terre, elle commence à la construction, il faut un port de construction. Et dans le monde du nucléaire, on s'occupe aussi du port de démantèlement. Donc souvent, le port de construction, c'est aussi le port de démantèlement. C'est ce qui se passe pour nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et sous-marins nucléaires d'attaque maintenant, qui sont démantelés à Cherbourg, qui est le port constructeur. La notion de base pour le nucléaire, c'est d'avoir un port base. La pratique actuelle du commerce civil n'est pas le fait d'avoir un port base. Ils se font réparer là où les chantiers sont. Il est important pour le nucléaire d'avoir cette base à terre, cette base arrière. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire un MCO. Ce MCO, on l'a dit, il peut être fait à bord, il peut être fait aussi à quai. Ce MCO, maintien en condition opérationnelle, c'est le moyen de garantir en premier chef la disponibilité de l'élément et aussi de donner à l'autorité de sûreté les garanties que l'on reste en exploitation dans le domaine des études de sûreté, ce qui implique tout un tas d'essais à échéance régulière. Et là aussi, il y a un travail avec les autorités de sûreté pour déterminer ce calendrier avec, bien entendu, en ligne de mire, le respect essentiel de cette sûreté nucléaire. Donc, il y a besoin d'un investissement dans un port base. Et ce port base, la marine investit pour 60 ans. Là, actuellement, la zone des sous-marins de Toulon est en refonte. Et les nouvelles installations, les 3 bassins et les installations à venir, les installations nucléaires à terre, eh bien, c'est pour 60 ans. Donc, on voit bien qu'il y a une perspective et un investissement de longue durée. Alors, les éléments constitutifs essentiels d'un port base, c'est tout d'abord d'amener des soutiens fluidiques. Et pour l'essentiel, c'est de l'électricité. Et l'électricité, eh bien, elle doit rentrer dans les périmètres de sûreté en termes de garantie de fiabilité. Les autres installations, on pourra les retrouver sans doute à bord, puisque on voudra, et c'est le souhait des armateurs, un bateau le plus autonome possible, qui porte lui-même sa sûreté nucléaire, mais qui la reporte à minima sur les installations à terre. Mais le minima, c'est d'être nourri en électricité par les installations à terre. Et donc, au total, alors je ne parle pas du port en escale. Le port en escale, eh bien, il va être soumis à la juridiction de l'État souverain qui accueille le bateau. Donc, il faudra se prescrire, rester dans les prescriptions des autorités locales, ce qui nécessite, au-delà du cadre français, aussi un arrangement au niveau mondial, au niveau des organisations mondiales. On a parlé de la IEA, on a parlé de l'Organisation maritime internationale. Et pour illustrer, les Britanniques ont déjà émis des notes, des guidance notes, pour l'accueil de bâtiments à propulsion nucléaire civile, par exemple en disant qu'ils voulaient un délai de prévenance de 12 mois vis-à-vis d'une escale. Donc voilà, donc il y a un travail à faire, mais malgré tout, et c'est la conclusion de cette table ronde, il y a des éléments très positifs basés sur le savoir-faire reconnu de la Marine nationale dans l'exploitation. Alors, on ne parle que de réacteurs à eau pressurisée, compacts, embarqués sur nos bateaux, mais je considère que ce cas est enveloppe de toutes les autres solutions techniques qui pourraient être développées. Et en tout cas, ce cadre légal existe, la juridiction nationale existe, le concept d'installation nucléaire de base existe et il est pratiqué dans les installations militaires de la marine. Il y a, on en a parlé, une expérience qui a été acquise tant de l'exploitation, mais aussi dans le contrôle et dans les affaires de sûreté, puisqu'il y a un délégué à la sûreté nucléaire pour le périmètre défense, pour l'exploitation et les installations de défense, qui serait capable de partager avec l'autorité de sûreté nucléaire ces éléments d'expérience, tant sur l'exploitation des bâtiments que des installations à terre. L'acceptabilité, on estime qu'elle serait renforcée par le fait que les zones portuaires
soit elle aussi électrifiée à partir de SMR. Donc c'est un élément gagnant-gagnant qui peut être aussi particulièrement développé. Et puis pour terminer, eh bien, c'est une réelle opportunité pour les façades maritimes françaises, avec les ports de Marseille et du Havre, qui ont les capacités d'accueillir des bâtiments nucléaires. D'ailleurs, le Charles de Gaulle a fait escale au Havre et les porte-avions américains sont régulièrement en escale à Marseille. Et c'est donc à terre, on est capable de constituer un dossier et avoir des éléments pour pouvoir accueillir un bateau nucléaire. Et je dirais même que pour nos ports en Manche, Le Havre, Dunkerque, leur place à l'entrée, à l'ouvert en fait de la mer du Nord est extrêmement intéressant et précieux en termes de sécurité maritime, de sécurité nautique, puisque les ports belges, Anvers et Rotterdam, hollandais, eh bien, sont un petit peu dans un mouchoir de poche, ce qui peut arranger en fait de décharger bien avant et plutôt en France. Merci beaucoup, Daniel. Donc, oulala, bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer, il faut que je parle fort en fait. Plus fort, hein? Ouais. Voilà, donc là, ça devrait être mieux pour... voilà. Donc, merci pour l'invitation. Je vais vous donner donc quelques conclusions du groupe de travail sur les ressources humaines. Il y a déjà énormément de choses, d'ailleurs, qui ont été dites par l'ensemble de mes collègues. Donc, ça sera plutôt une redite, effectivement. Nous avons fait une après-midi assez intéressante et on a essayé de faire un cas d'école. C'est pour ça que mon collègue vous a donné ces fameux 40 000 personnes pour ces on dit 20% de la flotte qui serait avec des réacteurs nucléaires. Donc on a essayé justement de faire des petits calculs grossiers pour voir un petit peu à quelle échelle des besoins en ressources humaines nous avions besoin. Donc c'est ce qu'on appelle des besoins de filières de petit nombre, mais bien que ce soit des petits nombres, 40 000 personnes par rapport par exemple à notre filière nationale qui est à 250 000 personnes, vous voyez que c'est un petit nombre. Pour autant, elle a besoin d'être extrêmement bien formée, vous l'imaginez, et elle a effectivement des compétences entre le maritime et le nucléaire, je dirais, de terre, et donc la partie réacteur nucléaire qui sont extrêmement importantes. Et donc, qu'est-ce qu'on s'est dit ? Je dirais que les conclusions de ce groupe de travail, le premier, c'est d'avoir évidemment une réglementation internationale qui soit bien claire, de manière à ce qu'on puisse adosser le système de formation sur cette réglementation qui va être complètement centrale, évidemment, pour créer notre système de formation. Le deuxième constat, c'est qu'évidemment, la sûreté nucléaire doit être absolument fondamentale et donc nous avons besoin d'une formation de grande qualité qui soit développée aussi bien sur ceux et celles qui pourraient être amenés à exploiter le réacteur, mais également sur l'ensemble des équipages. Alors évidemment avec bien sûr des niveaux d'acculturation peut-être un peu différents, comme c'est fait dans la marine. Mais en tout cas, vous voyez qu'il y a l'ensemble des équipages et non seulement les exploitants finalement des réacteurs. Le troisième constat, c'est qu'il va falloir avoir un appui gouvernemental fort à cette nouvelle filière. Sans cela, nous ne pourrons pas, évidemment, s'organiser de manière intéressante et pérenne, surtout. Donc, le soutien étatique est absolument fondamental. Et enfin, je voulais juste faire un petit point sur l'attractivité vers nos filières scientifiques et techniques. C'est un petit peu mon leitmotiv que je vais essayer de donner sur ces 3 jours. Il y a besoin d'une prise en main de l'ensemble des salariés des filières industrielles, aussi bien maritimes, mais nucléaires, électriques, pour travailler tous ensemble sur l'attractivité des métiers scientifiques et techniques envers les jeunes. Un seul chiffre qui peut peut-être faire froid dans le dos. Aujourd'hui, 2025, les jeunes du baccalauréat 2025, il n'y en a eu que 20%
qui ont choisi les bonnes spécialités pour aller faire de la science et la technique. Nous étions, avant la réforme des fameuses spécialités, nous étions à peu près à 50%. Donc vous voyez, petit à petit, ces jeunes talents vont s'assécher, et donc nous avons un devoir entier, tous ensemble, toutes ensemble, d'aller montrer que la science et la technique sont extrêmement importants. Et là, si on construit une nouvelle filière, d'autant plus d'aller vers les jeunes pour leur expliquer qu'effectivement le maritime aujourd'hui est très carboné et que demain on a des solutions pour décarboner justement cet immense marché du commerce international. Voilà, je m'arrête là. Merci. Oui, bonjour à tous. Mon nom est Marc Léger. Je suis le président de la section droit et assurance de la SFEN, la Société française de l'énergie nucléaire. Donc, je vais vous rendre compte de l'atelier, on va dire, juridique sur l'encadrement juridique pour les navires nucléaires. Alors, j'ai retenu 3 points très rapides parce que j'ai compris que le temps pressait. Bon, alors, première chose, il existe des dispositions juridiques pour l'utilisation des navires marchands à propulsion nucléaire, comme ce qu'on appelle les FNPP, les Floating Nuclear Power Plants, c'est-à-dire les réacteurs nucléaires sur barge flottante, comme l'Académique Lomonosov russe. Mais ces dispositions sont partielles. Il y en a un peu du côté du droit maritime et un peu du côté du droit nucléaire. Donc il est clair qu'il y a un cadre juridique complet à construire, en ayant justement une vision globale de toutes les problématiques du nucléaire maritime, c'est-à-dire en combinant le droit maritime et le droit nucléaire. Il ne s'agit pas de considérer que l'un a la primauté sur l'autre, il faut combiner les deux compte tenu de cette vision globale qu'il faut avoir de ce nucléaire maritime. Alors il s'agit en particulier de définir les responsabilités en mer, et en particulier de savoir qui est l'exploitant nucléaire au sens du droit nucléaire, qui est une notion qu'on connaît bien en droit nucléaire, et donc comment ça s'applique dans la sphère maritime, et ça en les articulant avec des notions qu'on connaît bien en droit maritime, mais évidemment qu'on ne connaît pas en droit nucléaire. C'est l'armateur, le propriétaire du navire, le capitaine du navire. Donc ça, c'est un premier point très important. Deuxièmement, qui va assumer la responsabilité d'autorité de sûreté nucléaire et avec quels moyens, compte tenu de la mobilité des objets que sont les navires nucléaires. Et puis bien sûr aussi de prendre en compte toutes les technologies possibles et pas seulement celles liées aux réacteurs à eau pressurisée, comme c'est le cas actuellement du côté du droit maritime. Donc ce cadre juridique, il doit d'abord être construit sur le plan international, et il ne peut l'être qu'en mobilisant les 2 organisations internationales compétentes dans le domaine, c'est-à-dire d'un côté l'OMI, l'Organisation maritime internationale, et l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Alors comme d'ailleurs ça s'est fait il y a un bout de temps, quand on a commencé à s'intéresser aux navires nucléaires, c'est-à-dire au début des années 1960. Et donc évidemment dans ce contexte, il est indispensable que les autorités publiques françaises se positionnent rapidement pour défendre les intérêts français dans un contexte qui est d'ores et déjà fortement concurrentiel. Et puis, 3e point, qui est, je veux dire, un peu plus personnel dans ce compte-rendu, c'est que ce cadre juridique, il ne doit pas méconnaître pour moi un point très important, qui est que les réacteurs embarqués, qui servent de moyen de transport ou simplement de source locale de production d'électricité ou de chaleur, sont des réacteurs nucléaires, exactement comme des réacteurs terrestres. Et donc la sûreté de ces réacteurs, elle doit être exactement la même. Il ne doit pas y avoir de différence entre la sûreté en mer et la sûreté à terre. Et je fais la même remarque évidemment pour la sécurité, c'est-à-dire la protection physique de ces installations particulières que sont les navires nucléaires, même si évidemment cette sécurité, elle a des spécificités pour la sécurité en mer. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Merci beaucoup. Donc, Massimiliano Piccione, je suis responsable sectoriel à la direction de l'innovation de BPI France, qui est la banque publique d'investissement détenue par l'État français. Nous sommes opérateurs de l'État des programmes de financement, notamment France 2030, sur les SMR avec lesquels on travaille au quotidien avec les collègues du CEA. Sur la partie financement mer et nucléaire, les échanges que nous avons eus en avril dernier ont laissé plus de questions ouvertes que de réponses, parce qu'en amont, il y a les sujets que vous avez entendus sur qui est propriétaire, qui est exploitant, qui assure,
les montages financiers et administratifs de l'objet. On a bien compris 3 possibilités, donc un réacteur propulsion navale, réacteur sur barge ou réacteur aéroportuaire. Là, il y a toujours la question de est-ce qu'on va avoir plusieurs propriétaires, un propriétaire du réacteur, un propriétaire de l'installation qui porte les réacteurs, un propriétaire unique, plusieurs exploitants, et ça va dépendre bien entendu du cadre réglementaire d'assurance, de responsabilité civile qui a été évoqué tout à l'heure. Dans la réflexion sur les modalités de financement, nous avons exclu toute la partie de développement de réacteurs, du concept de réacteurs. On a considéré que le travail qui est mené et qu'on fait au quotidien est déjà assez complexe pour voir combien d'argent il faut pour développer de nouveaux concepts de Small Modular Reactor ou Advanced Modular Reactor. On s'est vraiment focalisé sur le couplage entre réacteurs nucléaires et installation. Et là, la question se pose pour les CAPEX, comme je l'ai dit, qui est propriétaire, comment on finance, si ce n'est avec de l'equity, des investissements, quels sont les retours sur investissement qu'on peut espérer, y compris par rapport à la durée de l'installation et à la durée d'amortissement des installations qu'on prend en compte. C'est une question qui se pose également sur la dette, sur combien d'années on peut espérer d'avoir une dette, sur combien d'années on peut faire un montage financier par rapport à un tel concept. Également, il y a ensuite le sujet de vente d'énergie ou d'électricité. Est-ce qu'il y a des contrats, des PPA par exemple, qui se mettent en place entre l'exploitant du réacteur et la zone portuaire ou les propriétaires du bateau ou ceux qui bénéficient par exemple d'électricité qui est envoyée d'une plateforme de barge flottante sur le port. Est-ce qu'il y a des modèles de crédit bail par exemple sur le CAPEX pour mettre en place un montage financier de ce type-là? Donc comme vous le voyez, on est resté sur un nombre important de questions. Et le deuxième volet, ce sont les questions sur les OPEX. Comment on gère par exemple le chargement du combustible? Comment on gère, ça a été cité, les servitudes, les installations de protection, la protection pour l'installation qui est un milieu maritime. Donc, comment on gère tout ça et quels sont les coûts effectivement à chiffrer de ces éléments-là par rapport à l'équation économique globale. Donc, la réflexion reste ouverte et on est bien entendu disponible à en discuter, à avoir des éléments et voir aussi si des acteurs industriels ont déjà commencé à réfléchir à plusieurs options. Je m'arrête là parce qu'il est tard. Merci. Merci beaucoup Massimiliano. Effectivement, nous sommes assez en retard, donc je vais essayer de raccourcir la conclusion. Comme je l'ai mentionné dans l'introduction, donc cet atelier apporte un éclairage particulier à la déclaration d'intention conjointe des deux filières maritime et la filière nucléaire civile, dans un contexte où la propulsion nucléaire en tant que moyen de décarbonation du transport maritime fait l'objet d'un intérêt international. Donc il amène des mondes qui ne se connaissent pas ou peu à réfléchir ensemble. Et puis, alors, si j'essaie de synthétiser rapidement chaque atelier, j'ai retenu quelques éléments. Pour la définition donc des besoins, ce que je retiens, c'est on a des filières d'excellence, mais on a 4 types de verrous: réglementaires, économiques, assurantiels, culturels, défis humains. Mais par contre, en revanche, nos atouts sont nombreux. Et un de nos objectifs aujourd'hui aux deux filières, c'est de continuer à travailler avec le soutien étatique pour définir un cadre commun de confiance. Pour la partie technologique, alors on a vu qu'il y avait beaucoup de vecteurs d'innovation, beaucoup de défis technologiques. Et pour aller vraiment à l'essentiel, c'est vraiment la combinatoire des deux mondes, de la navire marchand, des nucléaires qui reste à créer. Et pour cela, on commence à travailler tous ensemble, mais on a réellement besoin du soutien étatique. Sur la partie environnement terrestre, effectivement, pour les bateaux, il leur faut un environnement terrestre, il y a des besoins à terre. Donc la partie port de construction, la partie port de démantèlement, souvent le même, et puis la partie maintien en condition opérationnelle, qu'elle soit à bord et à quai. Et on comprend qu'il y a encore beaucoup de choses effectivement à construire pour assurer disponibilité, apporter les garanties de sûreté. Et puis toujours ce sujet de règlement international, car les bateaux ne vont pas rester à quai en France ou d'un port à l'autre en France. Pour les ressources humaines, on a des défis terribles.
On le sait déjà dans la filière nucléaire classique. Et voilà, tu parlais de petits chiffres, hein, mais bon, petits chiffres, si donc 20% de la flotte décarbonée donc, comporte des réacteurs, ça correspond déjà à 40 000 personnes informées. Donc on a parlé d'un niveau de formation élevé, qui donc concerne 2 grands métiers en plus. Encore une fois, un besoin d'une réglementation internationale pour définir ces formations. Et donc si cette filière voit le jour, doit être construite, on a encore besoin de beaucoup de monde et aussi de beaucoup de jeunes. Et c'est un sujet qui revient, qui est très récurrent. C'est l'attractivité de ces métiers et la formation des plus jeunes. Sur les aspects juridiques et réglementaires, on sent que la marche est élevée, elle est haute, elle est très haute. Effectivement, beaucoup de dispositions existent déjà, mais dans les 2 mondes séparés. Et la jonction des 2 mondes, la combinaison des 2 mondes, on a l'impression qu'il y a encore presque tout à faire. Voilà, avec beaucoup de questions. Et ceci dans un contexte international, concurrentiel et avec un niveau de sûreté qui doit être assuré, aussi bien à terre qu'en mer. Donc, beaucoup de travail, si je synthétise, sur ces aspects juridiques et réglementaires. Et avec une belle conclusion pour la partie finance. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup plus, on est sorti avec plus de questions que de réponses. Effectivement, avec toutes ces questions à traiter, souvent au niveau juridique, réglementaire, qui est propriétaire, qui sera l'exploitant, quel modèle financier, pour quelles applications. Voilà, donc on a un sujet qui est magnifique, mais plein de défis à relever et surtout, la France est loin d'être en reste. On dispose de nombreux atouts. Je tenais à vraiment vous remercier chacun pour vos expertises et votre participation. Vous êtes tous experts dans vos domaines. Et encore une fois, merci beaucoup. Alors déjà, on va les applaudir. Je crois qu'on est très très en retard. On va passer peut-être à côté directement pour vous libérer la salle pour le workshop suivant. Voilà, si vous voulez poser quelques questions, on est juste à côté.